Alors, feuilles et fleurs ramassées, au bord rivière, au bord la mer, la ligne tenue couleur blanc, et soleil déferme les lumières. Guyot et tam tam tika dormi, Guyot et tam tam tika dormi. Ayo, yo te ka crié maman yo, et sans yo voir, sans yo comprendre, l'océan ouvert grand soleil, et retient goûter sans yo. Guyot et tam tam tika dormi, Guyot et tam tam tika dormi. Quand on parle de paysage, et notamment quand on parle de paysage en Guadeloupe, on pense souvent aux paysages remarquables, paysages naturels, la pointe des châteaux, les chutes du Carbet, la soufrière, la forêt, les cascades. En réalité, la notion de paysage est beaucoup plus large. La définition, en général retenue pour le paysage, c'est celle de la Convention de Florence en 2000, qui dit que le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations et qui résulte de l'action de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. Et là-dedans, il y a une notion très importante. C'est la première partie, une partie de territoire telle que perçue par les populations. Ce qui veut dire que le paysage existe avant tout dans l'œil de l'observateur. Et ça, c'est important parce que en Guadeloupe, justement, la perception des paysages a pas mal changé au cours de ces dernières décennies. La perception des paysages se fait beaucoup par la route. La voiture est un mode de mobilité contraint par rapport à l'organisation du territoire. On a un éclatement des pôles d'habitat, à l'inverse une concentration des pôles d'activité autour de l'agglomération centre, Pointe-à-Pitre, les Abîmes, Jarry. Donc on perçoit les paysages essentiellement par la route. Or, le long de ces routes, s'est beaucoup développé au cours des dernières décennies ce qu'on appelle l'urbanisation linéaire, c'est-à-dire une extension de l'urbanisation qui n'est pas concentrée autour d'un noyau, mais au contraire étirée le long des axes routiers. Et ça a une conséquence forte, c'est que du coup, on a, quand on est sur la route, de plus en plus d'écrans visuels de premier plan qui empêchent de percevoir le paysage qui est sur le côté. On peut considérer du coup, comme on a dit que la perception, l'œil de l'observateur est fondamental dans la notion même de paysage, que cela finalement génère une sorte de privation de paysage, et si on grossit même un peu le trait, une sorte de disparition de paysage, en tout cas dans l'œil de l'observateur. Les coupures d'urbanisation sont de plus en plus rares entre les pôles urbains qui s'étirent le long des routes. Ça se prolonge même notamment dans les quartiers résidentiels par la problématique des clôtures et des murs d'enceinte des propriétés privées. C'était pas forcément le mode d'organisation de l'espace il y a encore quelques décennies où la limite entre l'espace public et l'espace privé n'était pas forcément claire. On ne savait pas exactement quand est-ce qu'on était sur l'accotement de la route ou quand est-ce qu'on était dans le jardin. Aujourd'hui, on cherche à marquer la propriété privée, à se sentir chez soi, bien chez soi. La question n'est pas de savoir si c'est bien, si c'est mal. L'important, c'est de se rendre compte de ce que ça a comme conséquence sur la perception du paysage. Et du coup, quand le regard n'est pas arrêté par le bâti lui-même, il est le plus souvent maintenant arrêté par un mur ou une clôture opaque. L'œil se retrouve de plus en plus enfermé dans l'emprise de la route. Mais il n'y a pas que la notion de perception qui a été modifiée au cours des dernières décennies. L'identité même de certains paysages a été dégradée ou en tout cas diluée. En termes d'identité et de diversité, la Guadeloupe est riche en termes de paysages. Si on a autant de touristes qui viennent en Guadeloupe, c'est certes pour profiter de la gastronomie, de la culture, mais aussi de la diversité des paysages. Les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, ont émergé sur la Guadeloupe fin des années 90 avec la loi Chevènement qui proposait une recomposition territoriale des intercommunalités. Et puis dans le même temps, on a eu aussi la loi Voynet qui concernait l'environnement. Ces deux textes législatifs ont permis de repenser le territoire. Alors les intercommunalités en proposant de regrouper les communes avec une logique de rationalisation des moyens, mais aussi une logique de projet global, de vision globale, notamment sur des questions d'aménagement du territoire et des questions de développement économique.
Et puis, la loi Voynet est venue avec la notion de protection de l'environnement, de développement durable, et l'idée que sur les territoires, il était nécessaire d'agir dans la proximité, en concertation, avec une vision de long terme et autour d'un projet. La notion de projet est extrêmement importante parce qu'on a deux outils. Un qui donne du contenu, de la structure, donc c'est l'enveloppe avec des compétences données à une échelle supérieure à celle des communes. Et puis un autre qui concerne le contenu avec l'idée de projet. Donc dans les années 90, on était sur une première vague d'organisation intercommunale. Alors, précédemment, préexistait la communauté de communes de Marie-Galante qui regroupait les 3 communes et qui existe depuis bien longtemps. Sur la Guadeloupe continentale, on va dire, avant les années 2000, il n'y avait pas de regroupement intercommunal. La première communauté de communes a été celle du Nord-Grande-Terre et puis est venue par la suite celle du Nord-Basse-Terre. Et puis, beaucoup plus tard, beaucoup plus récemment, une deuxième vague de concentration qui a amené l'ensemble du territoire guadeloupéen à être organisé en intercommunalité. Donc aujourd'hui, toutes les communes de Guadeloupe appartiennent à un regroupement intercommunal. Donc cette idée d'une logique d'action à l'échelle de territoires, Nord-Grande-Terre, Nord-Basse-Terre, Côte-sous-le-Vent, Marie-Galante, Nord-Basse-Terre également, je crois que j'ai dit, Sud-Basse-Terre, Cap-Excellence pour l'agglomération pointoise, on va dire. Donc toutes les communes de Guadeloupe appartiennent à des territoires qui sont supposément cohérents pour une vision globale d'aménagement et qui correspond aussi au fonctionnement en termes d'emploi, de déplacement, de transport. Et ce sont tous ces éléments-là qui participent à une logique d'aménagement de l'espace. Notre paysage se modifie à vitesse grand V. Pour ceux de ma génération qui ont eu encore la possibilité de connaître une Guadeloupe, on va dire post-esclavagiste, puisque jusqu'aux années 70, on avait encore ce temps qui s'était figé dans l'espace guadeloupéen où on pouvait retrouver encore dans nos campagnes, dans la ruralité, des éléments qui remontaient encore, pour certains, à l'époque de l'esclavage. Je prendrai un exemple, ce sont les anciennes Wikazneg, des anciennes habitations qui pour beaucoup ont disparu, ont été supprimées, écrasées sans aucune protection. Aujourd'hui, il en reste encore quelques-unes. Pour vous donner un exemple, dans le Sud-Basse-Terre, je prends la commune de Baïf, il y avait plus de 47 sucreries, donc 47 habitations. Sur ces habitations, on retrouvait ces Wikazneg, donc des anciennes cases à esclaves où les familles étaient parquées et où elles devaient tout simplement dormir et se réveiller pour aller faire leur labeur. Aujourd'hui, sur ces 47 habitations, il en reste très peu que pour une raison ou une autre, on a décidé de faire disparaître comme étant des témoins gênants de l'histoire, mais aussi pour favoriser une urbanisation, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est la course à l'argent et depuis la fin des années 70, la logique mercantile a pris le dessus sur la sociologie fondamentale de notre société. Même dans le parler créole a beaucoup évolué. C'est sûr qu'une langue vivante est vouée à bouger, à évoluer, mais on se rend compte que des mots tout simples comme cossier, comme on pile, on chaille, on l'eau, ont tendance à être remplacés par des mots beaucoup plus français, voire même américains. Et ce qui fait que l'attachement à notre culture liée à travers nos messes et l'habitude, à travers nos croyances et nos croyandises, se sont rapidement vus substitués à d'autres croyances. Aujourd'hui, si on regarde dans le domaine immatériel, la connaissance autour de tout ce qui concerne les lunaisons, les doucous, les plantations, sont devenues des choses qui pendant longtemps sont restées obsolètes et aujourd'hui qu'une certaine tranche de la population veut se les réapproprier, on se rend compte que les éléments fondamentaux deviennent de plus en plus rares. Donc notre société est en train de vivre une désagrégation des fondamentaux, de ce qui faisait le socle
de la culture. Et l'élément principal de ce socle, c'est surtout la personne âgée. Puisque la personne âgée dans notre société était celle qui faisait traverser la connaissance dans le temps et devenait le référent de la société à différents niveaux. C'est toujours une grand-mère qu'on va retrouver qui raconte les contes, une grand-mère qui va donner les doux coups, une grand-mère qui va donner les petits remèdes, une grand-mère qui viendra voir où on a l'intention d'implanter sa maison et comment on va l'implanter. Donc cette logique, elle a très rapidement disparu, déjà parce que la notion de grand-mère aussi a changé. Dans la notion de grand-mère des gens de ma génération, c'est la bonne maman, bonne maman comme on dit en créole, qui était cette personne qui ne criait jamais, qui ne tapait jamais, mais qui était toujours là. Tandis qu'aujourd'hui, on est grand-mère beaucoup plus tôt, sans pour autant qu'on maîtrise les connaissances empiriques de la société créole. Donc ce qui fait que les enfants s'éloignent petit à petit de cette connaissance empirique.